Alors nous voici avec les anti-infectieux. Donc dans ce chapitre, on va d'abord commencer par les antibiotiques. Donc la première chose à avoir en tête avec les antibiotiques, mais c'est que ces dernières années, il y a eu développement de résistance, donc justement des bactéries à ces antibiotiques. Et donc maintenant, il y a ce qu'on appelle la Babcock, qui est un guide belge qui permet justement aux médecins de voir, ben voilà, dans tel type de pathologie, c'est cet antibiotique-là que je dois prescrire ou pas, en fonction de la maladie. Et ça permet du coup d'avoir un meilleur usage des antibiotiques et essayer de limiter au plus le développement de résistance, parce que si ça continue comme ça, certaines maladies qu'on arrive à guérir aujourd'hui grâce aux antibiotiques, certaines maladies graves, ben, les antibiotiques pourraient ne plus fonctionner. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien utiliser les antibiotiques quand c'est nécessaire. Donc ce fameux guide de traitement anti-infectieux, vous y avez accès via le site donc, du cbip.be. Je vous montre. Donc quand vous êtes ici sur le site, vous allez au niveau du répertoire, donc on est dans le chapitre infection. Et voilà, ici vous avez donc tout le Babcock, tout le guide complet. Donc il y a une introduction et puis alors après vous avez donc toutes les pathologies ici qui sont répertoriées. Et donc en fonction de ça, ben voilà, vous pouvez aller regarder, tiens, pour l'acné, positionnement des antibiotiques, si je dois en prendre un, lequel je dois d'abord essayer en local, lequel après je peux prendre par voie orale, etc. Ben, vous avez chaque fois vraiment tout pour chaque pathologie, l'antibiotique de premier choix. Ça va? Alors, deuxième chose, ça je vous ai mis le lien ici. Donc la Babcock, ici, il y a justement un petit site qui est fait avec l'usage correct des antibiotiques. Il y a une petite affiche ici que je trouve pas mal, que je vous montre, mais comme ça vous pourrez aller la revoir sur Internet. Donc je la lis parce que ça résume vraiment bien le bon usage. Donc les antibiotiques, prenez-les comme il faut et uniquement quand il faut. Donc une mauvaise utilisation d'antibiotiques rend les bactéries résistantes. Les maladies graves ne peuvent dès lors plus être traitées correctement. Veillez à ce que les antibiotiques agissent encore lorsqu'on en a réellement besoin. Donc les antibiotiques, ben, c'est pas contre les virus, donc ça ne sert à rien de prendre quand on a une grippe, un rhume, sauf bien sûr, comme il était mis dans le cours, s'il y a une surinfection bactérienne, mais à la base c'est un virus, donc là il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Donc on les prend uniquement pour des maladies qui sont dues à des bactéries. Alors c'est pas toujours nécessaire, hein. Il y a même des infections bactériennes qui peuvent guérir spontanément, et donc c'est pas parce qu'il y a une infection bactérienne que d'office on doit aller vers un antibiotique. Moins on en utilise, mieux c'est, on a compris. Suivez minutieusement l'ordonnance, donc ne sautez jamais une prise et prenez exactement la dose prescrite. Ça c'est vraiment important pour, on a vu dans le cours, pour rester toujours au-dessus de la concentration minimale inhibitrice. C'est ça qui fait qu'il n'y aura pas de développement de résistance. Donc si une fois sur deux on oublie, ça ne sert à rien. Il faut vraiment être hyper vigilant, mettre des rappels dans son GSM, je ne sais pas, mais ça, à assister auprès de la personne qu'elle ne doit pas oublier de prise. Et si elle oublie une prise, elle doit prendre le plus rapidement possible. Alors n'arrêtez pas à mi-chemin, il y en a qui pensent que quand il vaut mieux, bah, justement, pour ne pas prendre trop d'antibiotiques, ils arrêtent. C'est aussi comme ça qu'il y a des développements de résistance. Donc il ne faut pas arrêter avant la fin du traitement prescrit. Très souvent, si le médecin ne met rien sur l'ordonnance, bah, ça veut dire qu'il faut terminer la boîte. S'il veut que ce soit un autre laps de temps, il le mettra sur l'ordonnance. Et à ce moment-là, donc si la personne n'a pas pris toute la boîte, il faut absolument qu'elle rapporte le reste de la boîte à l'officine. Et pas qu'elle se dise, ah, je vais mettre sur ma boîte, ah, j'ai pris ça pour telle maladie, et la prochaine fois, comme il m'en reste encore, ben, j'en prendrai de moi-même. Donc ça, non, c'est aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça augmenterait de nouveau le développement de résistance. Donc pour ça, cette petite affiche, elle reprend vraiment allez, la majorité des points importants. Ça va, donc là, vous avez le lien dans le PowerPoint. Il y a aussi une petite brochure voilà, qui réexplique un petit peu donc le bon usage des antibiotiques. Et alors, pour ceux qui veulent, il y a l'album Bob et Bobette qu'on peut lire ici, donc justement avec la tente biotique et qui explique un petit peu voilà comment ça se passe, bien utiliser les antibiotiques. Ça va? Donc voilà pour ça, je reviens au PowerPoint. Donc nous, on a un rôle à jouer, bien sûr, là-dessus quand on délivre les antibiotiques pour bien dire tous ces conseils-là et faire en sorte que la prise du médicament se fasse correctement.
Donc première classe, ce sont les pénicillines. Donc indication, j'ai chaque fois mis les indications principales. Donc c'est pour celles que vous devez retenir. Donc c'est pour les affections des voies respiratoires et les affections cutanées. Attention, pénicilline, c'est la classe avec laquelle il y a le plus gros risque d'allergie et parfois, donc chez certaines personnes, ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Donc il est intéressant, si jamais on a déjà fait une grosse réaction allergique aux pénicillines, de le noter quelque part, voire même de mettre un petit papier, une carte dans le portefeuille pour prévenir en cas, je sais pas moi, d'accident ou autre, près de la carte d'identité, c'est toujours intéressant. Alors, il y a bien sûr, avec tous les antibiotiques, je l'ai mis, c'est vrai au niveau pénicilline, parce que c'est avec l'acide clavulanique qu'il y a le plus de risques, mais avec tous les antibiotiques, comme on vient détruire certaines bactéries, ben, on peut détruire les bactéries de notre flore. Donc ça peut être détruire les bactéries de la flore intestinale, donc ça donne de la diarrhée, ou détruire par exemple la flore au niveau vaginal, et ça peut donner des mycoses au niveau vaginal. Donc pour la diarrhée, on peut toujours conseiller la prise d'antérol en même temps que l'antibiotique. Maintenant, ça c'est s'il y a des personnes qui prennent des antibiotiques et qui les digèrent très très bien, qui n'ont pas de diarrhée. Mais chez quelqu'un qui vous dit « Ah, encore un antibiotique, je vais encore avoir de la diarrhée », ben là, voilà, on peut essayer de limiter les dégâts en prenant de l'antérol en même temps que l'antibiotique. Donc, pour rappel, on l'avait vu l'année passée, allez revoir dans votre cours de gastro-intestinale, attention à ce qu'on appelle la colite pseudomembraneuse, qui était une inflammation au niveau du côlon avec comme symptômes, il y avait des glaires et du sang dans les selles, voire même aussi de la fièvre. Et donc ça, c'était dû à la prise d'antibiotiques et cette colite-là pouvait arriver jusqu'à plusieurs semaines après la prise d'un antibiotique. Donc cette diarrhée-là, si jamais on a un problème de diarrhée, enfin on a une plainte de diarrhée en officine, il faut toujours bien poser la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une prise d'antibiotique le mois précédent? Si c'est le cas, il faut d'office envoyer la personne chez le médecin et surtout ne pas délivrer d'Imodium qui pourrait venir aggraver la situation puisque c'est un freinateur du transit intestinal. Et alors la petite bactérie, là, le Clostridium difficile, pourrait se multiplier encore plus. Donc ça, allez bien relire au niveau de gastro de l'année passée. Et donc, pour les infections à candida, il y a le diflucan qui peut être prescrit, c'est toujours sur ordonnance. Si quelqu'un sait que chaque fois qu'il prend un antibiotique, par exemple, elle a une infection au niveau vaginal, ben, le médecin va prescrire en prévention du diflucan, qui est un antimycosique qu'on verra plus tard. Et donc à une dose en fait où il n'y a qu'un seul comprimé dans la boîte. Et on conseille le plus souvent de le prendre le troisième jour de l'antibiotique pour essayer donc de limiter l'apparition de mycoses. Mais donc diarrhée et infection à candida, donc c'est surtout avec l'acide clavulanique qui, pour rappel, permet d'étendre le spectre d'action de l'antibiotique puisqu'il empêche les bactéries d'agir avec leur bêta-lactamase là, qui viendrait détruire le noyau des pénicillines. Ça va? Donc ça, avec ça, comme le spectre est plus large, ben c'est normal que ça donne plus d'effets secondaires comme diarrhée et infection mycosique. Alors, au niveau de ce PowerPoint-ci, je me suis amusée à reprendre toutes les différentes formes galéniques pour vous montrer comment elles se prennent, parce qu'il y a quand même des petites choses particulières à ne pas retenir pour l'examen. Ça, c'est plus pour votre stage, donc à la limite, mettez ça peut-être dans un tableau pour vous aider pour votre stage. Et pareil, j'ai chaque fois remis aussi la prise par rapport au repas. Ça, de nouveau, c'est à titre d'info. Je pense que vous faire un petit tableau, ce serait pas mal et sur une feuille, et donc du coup vous avez accès à toutes ces infos en stage, ça peut être pratique. Donc au niveau des pénicillines, vous aviez le staphycite floxapen là, avec le PA flucloxacilline. Donc ces antibiotiques-là sont à prendre 1 heure avant ou 2 heures après les repas pour une meilleure efficacité. Il existe le sirop ici à droite pour staphycite. Alors ce sont des solutions que vous devez préparer vous en officine. Donc pour rappel, ça se prépare avec de l'eau purifiée que vous avez à l'officine. Et une fois que la solution est préparée, donc quand vous la délivrez au patient, il faut bien lui dire de conserver la solution au frigo et de bien agiter avant emploi. Donc pourquoi pas mettre une petite étiquette agitée sur la boîte pour que la personne y pense. Une chose aussi, ça arrive que le médecin dise ben voilà, je vous prescris, ne le préparez pas tout de suite si ça ne va pas mieux dans 2 jours, mais vous le donnerez à ce moment-là. Si vous donnez la solution non préparée à la personne, dites bien de préparer avec de l'eau en bouteille, pas de l'eau du robinet. Ça va? Ça peut arriver.
Alors, pour le Clamoxyl, donc qui contient juste de l'amoxicilline, alors soit à gauche, il y a le sirop pour enfants, donc soit dosé à 125 ou 250 par 5 millilitres. Ici, la solution préparée se conserve à température ambiante, il faut toujours agiter avant emploi. Attention pour le générique amoxicilline sans dose, donc c'est aussi au frigo, mais pour le générique EG, soit c'est au frigo ou on peut le garder à température ambiante jusqu'à maximum 7 jours. Donc attention, d'un à l'autre, ça change, mais c'est toujours indiqué sur la boîte, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais donc prenez bien le temps de lire ce qu'il est mis sur la boîte pour la conservation. Alors, il y a le Clamoxyl en capsule, bon, gélule, ça va tel quel. Et il y a le Clamoxyl ici comprimé dispersible, donc pour dissoudre dans un verre d'eau. Et amoxicilline, de manière générale, celui-là, retenez-le, c'est avec repas. Ce sera pareil pour l'Augmenta, où c'est amoxicilline avec acide clavulanique, c'est avec repas. Voilà, ces deux-là, comme c'est ceux qui sortent le plus souvent, retenez juste ces deux-là. C'est pour essayer de limiter le risque de diarrhée. Donc Flémoxin, pareil, donc avec repas puisque c'est juste de l'amoxicilline. Ici c'est le Solutab. Alors le comprimé peut être soit avalé en entier, mâché ou dissous dans un verre d'eau. Donc c'est vrai que ça c'est pratique pour ceux qui ont des problèmes pour avaler des gros comprimés. On peut un peu faire ce qu'on veut avec le Solutab ici Flémoxin. Alors l'Augmenta, donc il y a de nouveau sous forme de sirop pour les enfants. Une fois que c'est préparé, c'est au frigo, il faut toujours bien agiter. Il existe aussi Augmenta en comprimé ou en sachet à diluer, donc là rien de spécial à dire. Et attention, Augmenta, comme il y a l'acide clavulanique en plus, le spectre d'action est plus grand et donc il y a plus de risque de diarrhée, donc absolument bien dire avec repas. Et enfin, Clavucide, donc ici vous avez le comprimé de nouveau Solutab qui peut être avalé en entier ou dissous dans un verre d'eau et ça se prend toujours avec le repas. Les céphalosporines, vous avez donc le Zinat en sirop, la solution préparée est au frigo, il faut toujours bien agiter, ou en comprimé avec 2 dosages, et ça se prend 15 à 30 minutes après les repas. Alors, le céphadroxyle, lui, c'est juste sous forme de gélule avec repas. Deuxième grosse classe, enfin troisième, parce qu'on a vu pénicilline première, céphalosporine deuxième, donc ça fait partie des bêta-lactames. Donc troisième classe, les macrolides. Donc indications, ils sont donnés pour les infections des voies respiratoires si justement la personne a une allergie connue aux pénicillines, donc c'est vers les macrolides qu'on va se diriger. Pour les infections urogénitales. Pour troisième indication, la diarrhée du voyageur. Alors en fait, quand on va dans certains pays à risque de ce qu'on appelle la tourista, le médecin va prescrire, donc ici en Belgique, un antibiotique pour que la personne l'ait avec elle sur place au cas où il y aurait une diarrhée qui se développe. Donc on appelle ça un autotraitement parce que c'est la personne, une fois sur place dans le pays à risque, qui si elle a la diarrhée, va prendre le médicament prescrit. Attention, je dis au retour en Belgique, pourquoi ? Parce que ces diarrhées, donc ces touristas dans les pays à risque, sont dues à des bactéries. C'est pour ça qu'on donne un antibiotique, dans ce cas-ci un macrolide. Quand on est en Belgique, la majorité des diarrhées en Belgique sont dues à un virus. Donc on ne prend pas d'antibiotiques pour des diarrhées en Belgique. Donc ça aussi, il faut bien le dire à la personne que ce n'est pas à utiliser ici en Belgique en cas de diarrhée. Donc de nouveau, si le médicament n'a pas été utilisé, il vaut mieux le rapporter en officine. Et enfin, quatrième indication pour les macrolides, c'est pour l'infection Helicobacter pylori, pour rappel qui est une bactérie qui est responsable d'ulcères au niveau de l'estomac. Et donc là, c'est une association de 4 médicaments qu'il faut prendre pour supprimer cette bactérie. Alors, effet secondaire principal avec les macrolides, donc c'est un allongement de l'intervalle QT, donc pour rappel des troubles du rythme cardiaque. Alors, il y a premier P1 l'érythromycine avec la spécialité érythrocine, donc sous forme de sirop. La solution préparée est à conserver à température ambiante, il faut toujours bien l'agiter, et ça se prend 30 minutes avant le repas. Peut-être que vous aviez déjà eu ça quand vous étiez petit, mais sur le côté, on le voit. Il y a à chaque fois des petits microbes qu'on peut s'amuser à tuer, à piquer au fur et à mesure qu'on avance dans le traitement pour montrer qu'il devient de moins en moins dangereux. Voilà, pour les enfants, pour montrer qu'ils vont aller de mieux en mieux au fur et à mesure qu'ils prennent leur antibiotique. Deuxième, donc c'était le Zitromax avec le P1 azithromycine. Alors là, la posologie, elle est vraiment spéciale, parce que vous voyez, donc il y a sous forme de comprimé, soit le 250 avec seulement 6 comprimés dans la boîte,
Donc très souvent la posologie c'est 2 comprimés le premier jour, donc un le matin et un le soir, et puis un comprimé les 4 jours suivants. Et le 500, donc qui sort plus souvent, donc là c'est seulement 3 comprimés, mais c'est juste un comprimé par jour, mais pendant 3 jours. Donc ça se prend avec les repas, mais donc du coup, comme c'est une prise par jour, bien dire de prendre toujours à la même heure, qui est chaque fois 24 heures d'intervalle entre les prises. Sous forme de sirop, donc il y a aussi le Zitromax, à 3 dosages, enfin 3 quantités, c'est pas dosage, c'est 3 quantités différentes, parce que si vous regardez au niveau du CBIP, ils sont tous, ces 3 sirops-là, dosés à 200 mg par 5 ml. Mais c'est la quantité totale de sirop qui n'est pas la même. Là, c'est 15 ml en tout. Là, c'est 22,5 et 37,5. Je ne sais pas si vous avez déjà préparé ces sirops, la Zitromax, mais il y a très peu de liquide à ajouter. Donc, il faut vraiment bien prendre le temps de secouer toute la poudre, de faire attention qu'il n'y ait pas de poudre qui reste collée au fond pour être sûr que tout soit bien dissous. Une fois que c'est préparé, ça se conserve à température ambiante et il faut toujours bien agiter. Alors il y a une seringue pédiatrique qui est disponible avec, donc ça se prend en fait, la solution se prend en fonction du poids. Donc c'est X mesures de poids par jour, une fois par jour. Et ça se prend donc 1 heure avant ou 2 heures après le repas, donc toujours une fois par jour, bien 24 heures d'intervalle, donc toujours au même moment. Donc vous voyez, il y a une seringue, il y a un petit truc là qu'on met dans la bouteille qui permet de mettre la seringue dessus, de prendre la mesure en fonction du poids pour le donner à l'enfant. Alors, au niveau clarithromycine avec le biclin, là aussi il y a une petite particularité. Donc soit il y a le 250 ou le 500 mg, bon, 1 à 2 comprimés par jour, ok, rien de spécial. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le biclar Uno. Donc en fait, si vous ouvrez la boîte, par alvéole, en fait, il y a 2 comprimés qui sont emballés ensemble. Et donc, la prise, elle est particulière, c'est ces 2 comprimés qu'on prend en même temps, en une prise par jour, et donc Uno, c'est à libération prolongée. Ça va ? Tandis que là, les comprimés à 250 ou 500 sont bien emballés séparément. Okay ? Et donc, ça se prend avec le repas. Et il y a aussi, pareil, les sirops qui sont à conserver à température ambiante une fois qu'ils sont préparés, bien les agiter et les prendre avec le repas aussi. Donc attention, il y a à chaque fois des dosages différents, 125 par 5 ml ou 250 par 5. Donc bien lire l'ordonnance, si le médecin a mis Biclar 125 ou Biclar 250, faut pas aller trop vite. Les antibiotiques, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de dosages différents. Alors, classe suivante, donc 4e, les tétracyclines. Donc les indications, c'est principalement donc, pour l'acné, là c'est tous les PA, donc doxycycline, limécycline et minocycline qui sont utilisés pour cette indication-là. Pour la maladie de Lyme, dont je vais parler plus tard en détail, c'est la doxycycline qui est utilisée. Et en cas de prévention de la malaria, c'est aussi la doxycycline qui est utilisée. Mais si je regarde déjà au niveau des effets secondaires, avec les tétracyclines, il y a un risque de photosensibilisation. Imaginez, quand vous partez dans un pays qui a risque de malaria, c'est au soleil. Donc, prendre ce médicament-là, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal pour la prévention de la malaria, puisque justement, il faut se couvrir, sinon on risque d'avoir des problèmes au niveau cutané. Donc, c'est pour ça qu'en prévention de la malaria, c'est rarement celui-là qui va sortir. On verra dans la deuxième partie du cours qu'il y a d'autres spécialités, comme le Lariam ou Malarone, qui sont utilisées donc, pour cette indication-là. Donc, effet secondaire, on a déjà dit photosensibilisation. Alors, ça se met au niveau des os et des dents, donc c'est pour ça qu'il y a ralentissement réversible de la croissance, coloration irréversible des dents jaunes et augmentation du risque de carie. Bon, ça, c'est surtout en cas de prise prolongée. Mais tout ça fait que, retenez bien que les tétracyclines ne peuvent pas être prises pendant la grossesse et chez les enfants. Alors, il y a un effet secondaire supplémentaire, surtout avec la doxycycline. On appelle ça un risque d'ulcère œsophagien. En fait, si on la prend avec peu d'eau, par exemple, et qu'on se recouche directement après la prise du médicament, il y a un risque qu'il vienne se coller au niveau de la muqueuse de l'œsophage et faire un trou. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre ce médicament-là avec un grand verre d'eau et ne pas rester en position verticale, ne pas se recoucher jusqu'à une demi-heure après la prise pour éviter justement ce risque d'ulcère œsophagien. On en reparlera également avec un autre médicament au niveau du système squelettique qui est le Fosamax. C'est un médicament pour l'ostéoporose qui, pareil,
à ce risque d'ulcère œsophagien qu'il faut aussi prendre avec un grand verre d'eau, ne pas se coucher. La différence avec le Fosamax, c'est qu'en plus il doit se prendre à jeun, donc ça on le reverra à ce moment-là. Mais ici la doxycycline, on peut la prendre donc avec le repas. Il y a juste le PA-limécycline qui se prend 30 minutes avant le repas. 5e classe, les quinolones, donc principalement utilisés pour les infections urinaires compliquées telles que la pyélonéphrite. Ça, on va voir, c'est une complication d'une cystite, j'en reparlerai aussi en détail plus tard, et pour certaines infections respiratoires. Alors, de nouveau, il y a de la photosensibilisation, donc si c'est prescrit en été, il faut bien dire à la personne de se couvrir, et les parties qui ne sont pas couvertes, on met un écran de protection total à 10-50. Il y a risque de tendinite, donc toute plate, il faut renvoyer chez le médecin. De nouveau, allongement de l'intervalle cuté comme les macrolides et risque d'allergie. Donc de nouveau, à cause du risque de tendinite, c'est contre-indiqué chez les enfants et pendant la grossesse. Et en dessous, je vous ai remis donc à titre d'info pour chaque spécialité P1. Donc au niveau des repas, ciprofloxacine, c'est à distance des repas. Sauf si vraiment, voilà, on a du mal à le digérer, ben à ce moment-là, on peut le prendre en mangeant. Tavanic, Tarivide, Avelox, c'est avec le repas. Et norfloxacine, que je ne vous demandais pas de retenir, c'est 1 heure avant ou 2 heures après les repas. Alors, les autres antibiotiques, donc il y avait Gabroral qui, lui, agit là où il passe. Hein, donc, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les infections intestinales. Donc, c'est à prendre avec un repas. Dalassa, c'est pour les infections de la peau, de nouveau avec repas. Et Bactrim et Eusaprim, mais qu'on utilise voilà, de moins en moins souvent à cause des résistances, c'est à prendre après les repas. Alors, pour les infections urinaires basses, donc c'est-à-dire la cystite, donc je vais en reparler plus tard en détail, il y a 2 spécialités disponibles, soit la furadentine, donc qui se prend avec le repas, bien dire à la personne que ça colore les urines en jaune-brun, hein, c'est tout à fait normal. Et il y a alors le monuril qui sort quand même assez souvent, donc posologie particulière, c'est un seul sachet dans la boîte, donc un sachet à diluer dans un verre d'eau. Très important, ça doit se prendre à distance des repas, donc au moins 2 heures avant ou 2 heures après un repas. Et on conseille de prendre ça sur vessie vide, ça veut dire d'avoir été uriné avant de prendre le médicament. Le mieux, c'est le soir, parce que le soir, ben voilà, les 2 heures après le repas sont bien passées. On va uriner avant d'aller dormir, on prend son monuril, et donc le but, c'est d'essayer de garder cet antibiotique le plus longtemps possible au niveau de la vessie, pour que justement ça vienne enlever la bactérie qui est responsable donc, de l'infection urinaire de la cystite. Et enfin, dans les antituberculeux, mais pareil, la tuberculose, je vais en reparler plus tard. Donc là, au début du traitement, on associe toujours 4 médicaments. Puis après 2-3 mois, c'est l'association nicotibine et rifadine donc qui est utilisée. C'est pour ça que je vous demande de retenir ces 2-là. Donc la prise de tous ces médicaments-là se fait toujours en une seule fois le matin, avant le petit déjeuner. Et pour rappel, la rifampicine, ça aussi, il faut quand même prévenir la personne. Donc ça colore en orange-rouge les urines, la sueur, la salive, les larmes et les selles, c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est dû à la rifampicine. Donc voilà pour la partie donc, sur les antibiotiques. Donc moi, dans un prochain PowerPoint, je vais revenir en détail sur la maladie de Lyme, la cystite et la tuberculose.